Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, l'anglais et l'espagnol ont été vos langues quasi maternelles. Et pourtant, c'est un romain qui vous a permis de prendre langue avec un public populaire. Il y a eu aussi un fort qui a fait de vous un acteur de poids. Bonjour Jean-Pierre Castaldi. Bonjour. Alors, on vous retrouve aujourd'hui au Théâtre de Passy avec une pièce qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais vous avez un parcours incroyable et le principe des clés d'une vie, c'est de raconter ce parcours à travers des dates clés. J'ai un parcours atypique, comme dirait l'autre. Très atypique. Alors, je vais commencer par une date qui n'a rien à voir avec vous, mais qui pourtant a un point commun. C'est le 5 octobre 1951, la sortie de ce film. Samson et Dalida de Cécile B. DeMille. Car je crois que ce film a eu une influence sur vous énorme. J'étais en Argentine et c'était la première fois que j'allais dans un énorme cinéma. Et à l'époque, c'est un film, on regardait avec des lunettes, il y avait un œil rouge et un œil vert. Et j'ai eu un choc énorme en voyant ce film. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que ça deviendrait un jour ma vie. Mais là, j'ai vraiment, quand on lui coupe les cheveux et tout, je me souviens, j'étais en larmes, c'était épouvantable. Mais c'est mon premier choc de cinéma. Oui. Ce film qui a eu 2 Oscars d'ailleurs. Et il y a eu un autre choc de cinéma, c'est sous le plus grand chapiteau du monde. Alors là, c'était ma grand-mère qui était d'origine corse, qui était née en Algérie et qui habitait Oran. J'ai vu ce film à Oran et là j'ai encore beaucoup pleuré parce que ça a été un deuxième choc de cinéma. J'ai eu de la chance quand même pour débuter au cinéma. Oui, c'est pas mal. Mais il faut que je vous dise, parce qu'en Argentine on ne passait que je n'allais voir que j'étais pensionnaire, donc je ne voyais mes parents que tous les 3 mois pendant les vacances. À l'époque on allait voir les dessins animés et Laurel et Hardy. Oui, alors on passait de Laurel et Hardy à ces 2 films là, il y a de quoi avoir un choc. Exactement. Et en plus il y a un point commun entre ces 2 films. Samson et Dalila, c'est une histoire biblique, et Sous le plus grand chapiteau du monde, c'est un film sur le cirque, de la même manière que la Bible est le livre par excellence. Exactement. Alors, vous venez de loin, parce que vos ancêtres, je crois, venaient d'Algérie, mais vous êtes né à Grenoble. Alors, non, mes ancêtres viennent de Grèce. Mon véritable nom, que je ne peux pas porter parce que, malheureusement, mon grand-père, donc que j'ai jamais connu, donc le père de mon père, était grec, installé en Italie, donc avec une famille, et il a rencontré ma grand-mère en Algérie, parce qu'il était armateur, et donc vous n'aviez pas le droit à l'époque d'avoir 2 femmes, c'était pas possible, mais il a fait toute la fin de sa vie avec ma grand-mère, donc en réalité je m'appelle Castaldi par ma grand-mère, mais oui. Zagamé par mon grand-père. Et votre père, lui, je crois, a été quelqu'un de très important pendant le débarquement en Provence en 1944. Oui, il était spécialiste de radar et donc il a participé sous l'uniforme anglais, puisque les radars étaient entre les mains des Anglais, au débarquement de Juan-les-Pins. Voilà. Et vous êtes né à Grenoble? Oui, alors là c'est la famille de ma mère. Donc de ma mère et de ma grand-mère, donc d'origine de fille de paysans de Briey au-dessus de Grenoble. Et la passion de vos jeunes années, Jean-Pierre Castaldi, je crois que ce sont les voitures déjà, les Dinky Toys. Mais comment vous savez ça, vous? Alors j'avais une magnifique collection de Dinky Toys. C'était j'avais toutes les Dinky Toys, toutes. Et malheureusement un jour, je ne sais pas pourquoi, mon père a eu la mauvaise idée de les offrir à un de ses neveux ou à un de ses je ne sais plus qui. J'étais fou de rage. Il y a de quoi alors? Les Dinky Toys, ce sont les jouets mignons. Au départ. Et au départ, ce sont les Anglais qui avaient trouvé ces personnages pour accompagner les trains miniatures. Pour les décors. Les décors. Ah, ça, je savais pas. Et il y a quand même certains modèles très rares. Le record actuel, pour une camionnette promotionnelle des Dinky Toys, elle a été vendue 14 000 € aux enchères. Ne me dites pas ça, Alors, vous parlez de l'Argentine, c'est-à-dire que Grenoble, direction Buenos Aires. Grenoble, j'y suis né, mais j'y suis retourné beaucoup plus tard. Mais je n'ai pas grandi à Grenoble. J'ai plus connu jeune Oran, où il y avait ma grand-mère, donc la mère de mon père, et puis l'Amérique du Sud, parce que donc j'étais pensionnaire. La première année, j'étais obligé d'aller au lycée français. Donc, comme dans ces pays-là, vous êtes obligé d'apprendre la langue. Donc même au lycée français, on faisait d'abord de l'espagnol et après du français. Pues tengo que hablar l'espagnol. Et après, l'année d'après, je suis parti pensionnaire dans un collège anglais à Córdoba, c'est au nord de Buenos Aires, dans la Sierra, dans un village qui s'appelle Los Cocos, qui est devenu, paraît-il depuis, je suis au courant, très à la mode, dans un collège anglais. So I speak English
Oui, oui. À cause de ça. Oui, vous avez appris l'anglais, mais c'est quand même pas des bons souvenirs, cette pension. Ah si. Oh, il y si. avait quoi? C'était. Alors je vais vous dire, quand mes parents sont partis, il y a maintenant une trentaine d'années, papa, maman, ma mère est partie très jeune, elle avait une soixantaine d'années, et mon père plus vieux, mais quand ils sont partis, j'ai dit heureusement qu'ils ont profité de la vie. Ma mère était très jeune, elle m'a eu à 17 ans. Donc quand j'avais 4, 5, 6, 7, 8 ans, elle était très jeune, et je pense qu'elle a dû profiter de la vie des expatriés, parce que évidemment ils étaient à Buenos Aires, ils avaient une vie extraordinaire, ils sortaient beaucoup, etc. Je n'en ai pas voulu. Non, au contraire, je pense que ces années de pensionnat, je les ai pas si mal vécues que ça. La seule chose que je vivais mal, c'était de pas voir mes parents, ça c'est vrai. Mais ça m'a donné des qualités dans la vie qui m'ont servi beaucoup plus tard. Vous savez que j'ai jamais enchaîné 2 années de suite dans le même collège. Jamais. Oui, Jamais. Donc j'étais obligé à chaque fois de me réinsérer. Et finalement, quand on devient comédien, par la suite, ce que je n'avais pas prévu du tout, finalement, c'est quoi notre aventure? D'un film à l'autre, c'est une nouvelle équipe, de nouveaux gens, et à chaque fois, on doit s'intégrer à un groupe. Et peut-être que cette faculté d'adaptation me vient de cette époque-là. Voilà. Il se trouve aussi que vous avez vécu un moment historique, je crois, en Argentine, c'est la chute de Perón. Ah oui, ça j'ai vu la chute de Perón. Alors sur laquelle je n'ai pas, dans mes souvenirs, les mêmes analyses qu'on fait ici sur l'Argentine, parce que pour les Argentins, la période de Perón est une période faste, contrairement à ce qu'on dit. Et puis Eva Perón était très très aimée, et j'ai assisté d'un balcon à l'enterrement d'Eva Perón, c'est-à-dire que j'ai vu cette cérémonie incroyable, des milliers de gens dans la rue, etc. Et ma mère doit sa vie à la mort d'Eva Perón. À la mort d'Eva Perón, parce que le médecin d'Eva Perón avait une clinique et elle était transportée pour une grossesse extra-utérine, et c'est lui qui lui a sauvé la vie. Alors ça, c'est l'Argentine. Vous revenez en France après. D'ailleurs, vous allez passer quelque temps au collège de Juilly, où un certain... Alors je fais les oratoriens à Cannes, les jésuites à Lyon, et après à Juilly. Voilà, Juilly, où a officié un élève qui s'appelait Jacques Messrine, qui a débuté d'ailleurs en volant le tronc de l'église. Oui, c'était bien parti. C'était déjà parti, et j'étais en même temps que mon metteur en scène d'aujourd'hui, Jean-Luc Moreau. Alors, il se trouve que le bac, ensuite, vous allez le rater à 2 reprises, mais de justesse. Oui, parce qu'à l'époque, on avait 2 bacs, vous rappelez-vous, oui, puis il fallait 10 et pas 9,5. Et je rate ma copie de latin, que j'avais à moitié pompé sur ma voisine, en échange des maths. Et j'ai eu une note catastrophique en latin, qui me permettait pas de rattraper les trucs. Et ce qui a aussi déterminé ma vie, parce que j'ai dit, bon, ça suffit. Et j'ai fait ma philo avec la mère spirituelle de ma sœur qui était chez les Bonnes Sœurs. Voilà. Et il se trouve aussi qu'ensuite, vous avez failli entrer dans une école pour une chambre de commerce, et que le destin a fait que vous... Alors non. Alors comme j'avais pas mon bac, j'ai fait des passerelles, ce qu'on appelle des passerelles, mais comme je parlais très très bien l'espagnol et l'anglais, je parlais mieux que mes profs, sans aucune... Vraiment, je parlais mieux qu'eux. Donc j'ai passé mes examens, mes équivalences, comme on dit, à la chambre de commerce britannique, et par hasard, au Balzar, magnifique brasserie rue des Écoles, je déjeunais avec une camarade de tendresse de l'époque espagnole, on parlait espagnol, donc au déjeuner, il y avait un monsieur à côté de chez nous, très élégant, comme ça, mais je pensais qu'il s'intéressait à ma copine, il est quand même gonflé à côté de moi, quand même, bref. Et à un moment donné, il s'est levé, et il est venu vers moi, il m'a dit, excusez mon indiscrétion, mais j'ai été impressionné par votre espagnol, parce qu'il faut bien dire qu'en France, on n'est pas les rois des langues. Hein, c'est vrai. C'est vrai, bon. Et très impressionné par votre espagnol et votre... j'ai une proposition à vous faire, il me donne sa carte de visite. En rentrant à la maison le soir, je dis à mon père, qui était un grand commercial sur l'Amérique du Sud, parce que c'est lui qui a équipé l'Amérique du Sud en faisceau hertzien, c'est-à-dire ce qui va devenir la télévision. Voilà. Et donc, je montre ça à mon père, il me dit, mais tu te rends pas compte, Jean-Pierre, mais c'est le numéro 1 en Amérique du Sud, le numéro 1 de l'import-export, mais énorme, c'est énorme. Et donc je vais à le rendez-vous, je fais ce qu'on appelle aujourd'hui un brainstorming devant 3 personnes, et puis à la fin il me dit, écoutez, parfait, l'année prochaine, quand vous avez passé vos examens, je vous laisse 1 an, il faudrait que vous alliez prendre... vous appreniez à vous tenir, parce que vous marchez un peu comme un gaucho, voilà. Et donc,
je fais comme tous les étudiants à l'époque, je prends le truc, art dramatique, conservatoire, évidemment, pas possible. René Simon, donc René Simon, c'était sur la ligne du 82, qui m'emmenait de chez mes parents à la fac. Je m'arrête cours Simon et ma vie bascule. Oui, car ce jour-là, René Simon, en vous voyant, Jean-Pierre Castaldi dit « Vous avez un physique de cinéma ». Oh non, pire que ça, il dit ça c'est une gueule. Oh, il a une gueule de cinéma. Je suis devenu blanc, j'avais honte. Ma vie a basculé ce jour-là, c'est vrai. Je dois beaucoup indirectement, je dois beaucoup à René Simon parce qu'il va jouer encore un peu plus loin quand je me présente au conservatoire. Il m'empêche de rentrer à la rue Blanche et tout ça. Il me dit « Mais t'es fait pour faire du cinéma ». Et il m'a présenté mon agent, et c'est vrai que 3 mois plus tard, je décrochais ce qu'on appelle un petit rôle aujourd'hui, mais on n'imagine pas qu'à l'époque, avoir 1 ou 2 jours dans un film, c'était exceptionnel. Et René Simon a été le premier, et Jean-Laurent Cochet était le second. Alors, je quitte Simon au bout d'un certain temps, et je suis à 2 doigts d'abandonner. Je dois dire, je trouvais tout ça par moments pas très sérieux. C'était bien pour plein de raisons. Et j'ai un copain qui nous a malheureusement quittés il y a pas mal d'années, qui me dit, il y a un gars qui va ouvrir un cours là, ça va te correspondre, et je vais chez Jean-Laurent Cochet, qui est peut-être le plus grand professeur, c'est lui qui a fait Huppert, Depardieu, enfin tous. Lucchini, ils sont tous passés entre les mains, et donc je vais chez Jean-Laurent Cochet. Alors là, je pense que j'ai vraiment accroché à ce métier, vraiment. Voilà. Et résultat, il s'est passé des tas de choses, et il y a une autre date importante dans votre vie, le 22 septembre 1964. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Castaldi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Castaldi. Nous parlerons tout à l'heure des Grands-Ducs au théâtre de Passy. Mais là, à cause de vous, j'ai eu un grand moment d'émotion parce que vous avez reçu une grande amie pour qui j'ai une infinie tendresse, Françoise Dorner, que vous avez reçue la semaine dernière, et Didier Van Kovler, que j'ai connu, et j'ai appris que vous étiez, comme moi, on avait fait sa première série à la télévision, et vous, c'était votre premier scénario. Exactement. Alors, d'accord, ça remonte à longtemps, ça. Ouais, ça remonte à longtemps. Alors, je remonte encore plus longtemps avec la date du 22 septembre 1964, la date de la sortie de ce film. Le train de John Frankenheimer. Vous jouez un soldat. Alors ça, c'est fort. Alors donc, je suis, comme tous les élèves, à l'époque, tous les élèves de cours de théâtre, quand j'ai commencé ce métier, je n'avais jamais vu un tournage. À l'époque, le cinéma était très mystérieux, on n'avait que des journaux, on voyait pas ce qu'on appelle le backstage, tout ça. J'avais jamais vu une dolly. La Dolly, et la Mitchell, c'est énorme, bon. Et donc, je suis choisi pour faire une figuration dans Le Train de John Frankenheimer, avec un casting éblouissant, Jeanne Moreau, Michel Simon, tout ça, et je rentre au truc, j'essaie de la faire brève, je tombe sur un vieux figurant qui me dit « Oulala, tu viens avec moi, on va se mettre là », et on s'enferme dans un camion. Je dis, mais je voulais voir le tournage. Non, si tu te montres, si tu veux, on va faire toute la semaine. Donc pendant 3 jours, je suis dans un camion, comme ça, au fond du décor. Je vois au loin les lumières, mais je vois personne, je vois pas Burton-Caster, je vois personne. Et puis, il me dit, mais non, bouge pas, parce qu'on était payé de nuit, donc ça, à partir de 2h du matin, c'était triple, ça faisait, bon. Le 3e jour, je craque. Je dis, écoute, moi, je m'en fous, je suis pas là, moi, je veux voir le tournage, je veux voir la caméra, donc. Et là, j'ai le vrai choc. C'est-à-dire qu'en m'approchant, je vois la Mitchell. La Mitchell, c'est le chariot, enfin, sur lequel la Mitchell, la grosse belle caméra, les lumières. À l'époque, c'était des arcs. Je vois Burton-Caster. Oh, c'est génial. Je rêve. Et tout d'un coup, il y a un assistant, il m'a dit, t'es capable de faire une petite figure, un petit truc, une petite cascade? J'ai dit, oui, je débrouille. Et alors, donc là, il me dit, bah, écoute, voilà, là, tu vois, il y a une explosion, ben, tu passes, et pouf, et tu sautes. Et donc, si on voit le film, il y a un soldat qui passe comme ça devant la caméra, c'est moi. Qui explose. Qui explose. Ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est que quelques années plus tard, je vais faire French Connection 2 avec John Frankenheimer comme metteur en scène, et que je suis quasiment vedette du film avec Fresson et Gene Hackman, quand même. Mais il y avait c'est drôle, quand même. Oui, alors il se trouve au départ que c'était Arthur Penn qui devait réaliser le film. Je sais, et c'est Burton-Caster qui l'a fait virer pour mettre John Frankenheimer. Voilà. Alors ensuite, le cinéma, vous devez aussi votre carrière à une reine du casting, Jean-Pierre Castaldi, qui est Margot Capelier. Ah oui, c'est un grand... Oui, alors ça, je lui dois tout.
à elle et mon agent de l'époque, Elisabeth Kukowski, parce que donc elle me fait passer un test d'anglais pour voir si je parle un peu bien anglais. Elle s'est arrêtée tout de suite, elle m'a dit bon ça va Jean-Pierre. Et je dois dire que tout le début de ma carrière, tout ce que j'ai fait au début de ma carrière, le film avec Marcel Carné, La merveilleuse visite, French Connection, je dois tout ça à Margot Capelier. Qui était un agent extraordinaire. C'était un casting, c'était pas un agent, c'était un casting, mais à l'époque, il y avait, aujourd'hui il y a beaucoup de castings, à l'époque il y avait pas tant de casting que ça, mais elle, c'était vraiment, tous les films américains quasiment passaient par elle. Et c'est elle qui a formé Dominique Besnéard beaucoup plus tard. C'était son assistant que j'ai connu quand il travaillait avec elle. Alors, il se trouve que vous faites, grâce à elle, vos débuts à la télévision, dans une série qui s'appelle Les Cahiers du capitaine Jean-Roch Coignet, au 4e épisode. Exact. C'est ma première télévision, tout petit rôle. Alors, j'ai fait très peu de petits rôles à la télévision. J'ai été très vite premier rôle, mais contrairement à aujourd'hui, on ne pouvait pas accéder à des premiers rôles sans montrer un peu de quoi on était capable. Voilà. Donc, je commence avec Jean-Roch. Après, j'ai fait l'inconnu c'était le 16 à Kerbriand. Oui. Avec Scylla Chilton comme partenaire. Et Louis Vell. Et Louis Vell, qui était une énorme vedette à l'époque. Donc ça, c'est mes premiers second rôle, disons, ou petit rôle, avant d'accéder au premier rôle dans Les Cadets de Saumur. Et Louis Vell, juste après, écrit avec Frédéric Hébrard La Demoiselle d'Avignon, dont personne ne veut, et Pierre Sabag voit un épisode par hasard et il l'a fait programmer immédiatement. C'est Pierre Sabag, oui. Je ne savais pas ça. Ça, c'est lui qui a réussi à faire ça. Alors, les petits rôles, justement, au cinéma, vous êtes quand même dans le cercle rouge, Jean-Pierre Castaldi. Oui, alors là, ça, c'est un mauvais souvenir. Ça, c'est un mauvais souvenir parce que, à l'époque, c'était au tout début de ma carrière, j'étais donc... j'étais papa de Benjamin et marié avec Catherine, sa maman, et je travaillais très peu. J'enchaînerai après. Donc là, c'était au début de la grossesse, et pour me faire plaisir, il me branche sur le film de Melville pour faire une silhouette. Une silhouette parce que je dis une réplique, donc j'étais pas figurant, mais c'est un très mauvais souvenir. Oui, mais en même temps, Bourvil a été très sympa avec vous. Oui, parce que je l'avais rencontré avant sur un autre film. Oui, mais il était malade, il ne le disait pas en plus. Il ne disait pas, non, mais quand il vous serrait la main, il vous pompait la vie. Mais il était formidable. Je l'avais rencontré sur un film où je joue encore un petit rôle avec, ça s'appelle L'Arbre de Noël. Oui. Et donc, je l'avais rencontré là. Il avait déjà été formidable. C'est la générosité de ce monsieur. Le souvenir que j'ai de ces petits rôles où j'avais comme partenaires des grands acteurs, c'est leur simplicité et leur gentillesse. C'est incroyable comment ces vedettes, quand vous êtes sur un plateau, ils sont gentils et ils savent que vous avez peur, ils savent que c'est terrible de jouer des petits rôles et ils sont formidables. Et Bourvil disait toujours, quand j'arrive sur un plateau, je dis d'abord bonjour aux figurants parce que c'est eux qui ont le plus de difficultés. Voilà, mais je l'ai dit, voilà, on est d'accord, je suis d'accord avec lui. Alors il se trouve aussi que Bourvil avait un fan qui était Jean Gabin, et Jean Gabin, vous lui avez donné la réplique, Jean-Pierre Castaldi. Alors ça, c'est l'accès à la légende. Je débute avec Depardieu, d'ailleurs, puisqu'on sortait du même cours, et on avait fait quelques castings à droite à gauche, tous les deux, et on décroche tous les deux. Moi, je joue un jeune journaliste, et lui, il joue un des fils de l'histoire. Et on part à Sisteron avec Jean Gabin, et ça c'est extraordinaire. C'est pour commencer pour la première fois de ma vie un film sur la longueur, parce que j'ai fait le film sur la longueur. Voir tous les jours travailler Jean Gabin, c'est la meilleure école du monde. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Moi j'ai une scène avec lui dont je me souviens. Il parle tellement juste que je lui réponds comme ça, et sur une phrase parlée et pas écrite. C'est-à-dire que la phrase, elle était dialoguée, mais elle était un peu écrite. Et j'ai dit, ils vont couper, là. Donc j'ai un moment de panique, je transpire et tout. Et il y a Gabin, il est là, si on passe image par image, on le voit, il remplit la bouteille, il refait sa phrase, d'après, et il enchaîne, coupé. Et je m'attendais à ce qu'il la refasse, et on dit, non, il a raison, le monde, c'est mieux comme ça. Voilà. Ça, c'est le professeur. Et Delon aussi. Delon, comme un homme de parole que je n'ai jamais rencontré. Que j'ai jamais rencontré. On signe pas le contrat avec lui, on a sa parole. Ah, voilà. Alors lui, j'ai eu la chance d'être son partenaire dans La Race des Seigneurs. Et lui, c'est pareil, c'est comme Gabin, c'est des leçons extraordinaires. Il arrive dans une séquence comme ça, il fait très très quotidien, très truc. Je lui réponds sur le même ton, en semi-impro, comme on dit. Et coupé, Granier de fer du roi la tire. Non, on l'a refait. Et il vient me voir, il me dit, Jean-Pierre,
je suis ton ministre. Dans la vie, on peut se tutoyer, mais quand on est en public, tu ne me tutoies pas. C'est formidable, ça. C'est peut-être une immense leçon de jusqu'où va un rôle. Et c'est comme ça dans la vie. Moi, je vois les politiques, quand c'est Monsieur le Président, c'est Monsieur le Président, c'est pas tu vas bien. Ah, il se trouve aussi qu'il y a Gene Hackman dont on parlait avec French Connection. Ça a été un grand moment. Alors là, c'est 23 semaines sur un nuage. Sur le nuage. Parce que j'ai 3 semaines de préparation du film payé. Où j'ai fait un stage chez les drogués, j'ai fait un stage à Marseille aussi. À Marseille, Oui. J'ai fait 3 semaines de stage avec les flics, les drogués, les descentes dans la rue, etc. Et pendant donc 18 semaines, j'étais tous les jours avec Gene Hackman, 3 Oscars à l'époque. Oui. Oscar du meilleur second rôle dans Bonnie and Clyde, et après French Connection 1 et Conversation secrète. Il a 94 ans, il est en forme aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment en forme? Apparemment, oui, d'après les renseignements. Et il a débuté, on l'a oublié, dans Les Envahisseurs, la série, à la télévision. Oui. Et il a été remarqué dans Bonnie and Clyde, où il joue un des frères. Exactement. Et puis, il y a un rôle très très court, mais qui a marqué aussi votre carrière, c'est le début de Moonraker de James Bond. Ça, c'est encore un gag, ça. C'est encore un gag parce que je raconte assez souvent, parce que c'est vrai que on réalise pas, hein. J'ai été à Londres signer des autographes toute une journée. Vous avez des fan clubs, et je signe pas par mon nom, je signe ma réplique. It's the end of the trip, Mr. Bond. Et je signe ça. Ils veulent la réplique. Je suis choisi pour faire le pré-générique d'un James Bond. C'est colossal. On se rend pas compte, c'est la bande-annonce du film qui fait le tour du monde. Oui. Sauf que j'ai un masque, une moustache et des lunettes de soleil. Même Benjamin m'a pas reconnu. Vous êtes dans un avion, je crois? Oui, c'est toute une séquence, c'est le pré-générique. Alors le scénario, moi je me voyais en pilote avec une chemise blanche, les épaulettes, un sourire hollywoodien. Sauf que quand on a fait les essais, quand on a voulu tourner, on rentrait pas dans la carlingue parce que j'avais le géant avec moi. Donc après j'ai une bagarre avec James Bond qui était réglée. 2 jours de répétition pour la bagarre. C'est un ballet, hein, attention. Et puis après, je le jette. Puis le géant me pousse, je tombe en l'air. James Bond me rattrape, pique mon parachute. Moi, je m'écrase sur un cirque et lui, il devient le bon. Et donc, 3 jours avant de tourner, je suis convoqué au studio de Boulogne pour voir ma séquence. Je dis, mais quelle séquence? J'ai fait que des transparences, des essais, des trucs. Et la séquence, c'était le cascadeur qui faisait la chute, avec la bagarre avec James Bond. Et je vois qu'il a un casque, des lunettes, des moustaches. Et alors, à la fin, il va, vous avez vu, c'est formidable. Je dis, oui, c'est formidable, mais who's that guy? Fait that's you. Et voilà. Et voilà comment on fait l'histoire. La suite de votre histoire, c'est une autre date importante aussi, le 3 juillet 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Castaldi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, mon invité des clés d'une vie, Jean-Pierre Castaldi. On a évoqué vos débuts, vos films insensés, notamment avec James Bond. On parlera tout à l'heure des Grands-Ducs que vous jouez au Théâtre de Passy. Mais si je parle du 3 juillet 1999, ça va vous dire quelque chose en écoutant ce générique. Fort Boyard. Alors là, c'est l'année où vous êtes encore candidat et pas animateur. En 99. Oui, exactement. Je fais mon premier Fort Boyard parce que tout le monde rêvait de faire Fort Boyard à l'époque. C'était une figure imposée. Et oui. Et d'ailleurs, vous êtes avec une équipe et le cri de guerre, c'est AV candidat, je crois. Oui. Et puis, le problème, ça va être les serpents. Oui, pour moi, ça n'a pas été un problème. Ils pensaient que ça allait me faire peur. Mais comme je savais qu'ils n'étaient pas vénéneux, j'ai une séquence qui a... Le responsable animalier, je prenais les serpents comme ça, j'étais effrayé tout le monde a peur des serpents, moi pas du tout, parce qu'en Amérique du Sud, ça a des j'en avais vu d'autres en Amérique du Sud, donc je les prenais comme ça, je cherchais le nom, puis je les jetais. L'animalier était très inquiet. Alors, l'émission est présentée par Patrice Laffont et Sandrine Dominguez, et l'année suivante, vous remplacez Patrice Laffont. Oui. Comment c'est arrivé, ça, Jean-Pierre? Alors, j'ai une tranche de vie, j'ai vécu, j'étais très proche de Marie-France Brière, qui était la responsable donc de Fort Boyard, et elle m'a dit, celui qui fait Caius Bonus, il est formidable pour faire Fort Boyard, donc grâce à elle, ils ont fait des tests, et paraît-il sur ces tests, je suis celui qui est venu en tête
contrairement à ce que pensait la chaîne à l'époque. Et donc, c'est elle qui me fait engager à Fort Boyard. Et j'étais très heureux de le faire, vraiment, vraiment. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'étais très triste quand on m'a viré, quoi. Oui, en plus, c'est un travail très particulier. C'est d'animateur et de comédien. Oui, non. Je ne peux pas dire que c'est un travail de comédien. Moi, on a mélangé fiction. On a mélangé, grâce à Marie-France Brière, fiction et décor. Mais il y a quand même le timing de l'émission est quand même, c'est quand même très 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 précis, hein, je dois dire. C'est pas si simple que ça à faire. Et la première année, je crois que Patrice Laffont est candidat et qu'il va avaler une mouche au cours d'une séquence. Oui. C'est quand ils sont sur le... Oui. Alors, justement, vous parliez de Caius Bonus. Effectivement, ça a aussi beaucoup compté dans votre carrière. Rien, pas une embuscade, rien. Ces Gaulois habitent un village qui résiste aux légions romaines depuis des mois. Astérix et Obélix contre César, ça aussi, ça a été une belle aventure. L'aventure a commencé bien plus tôt et je dois rendre hommage à Claude Zidi, Didier Caminca qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, le scénariste de Claude. C'est que je fais une bascule dans ma vie parce que j'avais joué au théâtre pour Sans briques, t'as plus rien. Et Caminca était à l'époque un humoriste fabuleux. Il s'est fait virer de toutes les radios d'ailleurs. De l'époque, oui, de Europe 1, etc. Mais c'est le scénariste et dialoguiste Et quand il prépare pour Sans briques, t'as plus rien pour le cinéma, c'est Molinaro, Édouard Molinaro, qui doit faire la mise en scène, avec qui j'avais tourné quelques fois, et qui dit mais c'est lui qui a joué. Donc je joue pour Sans briques, t'as plus rien, qui est le passage de rôle sérieux que j'avais à la télévision à la comédie entre guillemets, et où je rencontre donc, où je confirme mon amitié avec Caminca, et j'accède à Claude Zidi, qui va être déterminant pour depuis 20 ans de toute ma fin de carrière, je la dois à Claude Zidi. Et le jour où j'apprends qu'il va mettre en scène Astérix, je suis en vacances chez lui, où il m'a invité dans sa maison dans le sud de la France, et donc je le regarde comme ça, il dit non, ça, tu joueras pas le gros, là, c'est Gérard Depardieu, mais j'ai un rôle pour toi, Caius Bonus. Et je dois dire que je ne pouvais pas imaginer que ce rôle marquerait à ce point-là. Les jeunes, encore aujourd'hui, le tchiki-tchik avec mon oreille, ils tiennent, ça les fait encore rire, quoi. Merci Claude Zidi, merci Didier Caminca. Oui, en plus, ce rôle était très travaillé jusqu'en l'armure et jusqu'au casque. Parce que, comme j'avais tourné 3-4 fois avec Claude Zidi, je savais comment il travaillait. C'était un peu comme sous Claude Sautet, hein, c'est pareil. Et donc le costume, j'avais vu le storyboard et je savais que Claude, il voulait ce qu'il y avait dans le storyboard. Et donc quand j'ai fait la préparation du costume et que je me suis vu en costume, je devais faire une présentation à 16h l'après-midi, on était 11h du matin, donc avec le costume, et je me regarde dans la glace et je dis à la costumière, qui était l'ex-femme de Berry en plus, ça je ne savais pas, je dis ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Elle me dit comment ça? Je dis mais non, c'est pas ça que Claude veut voir. Et je dis voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et je parlais à Maratier qui m'avait fait mon armure, qui est magnifique d'ailleurs. Je dis tu vois, c'est comme l'armure quand il est... Mais quand il prend une baffe, il a le ventre qui sort et tout. Donc ils ont coupé cette magnifique armure pour qu'elle soit réglable. Je fais téléphoner à la production de 35 millions d'euros que je ne présente pas le costume. T'imagines un peu le tsunami dans les verres. Et donc j'ai retardé la présentation du costume d'une semaine. Ils ont retravaillé. Le casque est fait sur mesure sur moi, dessiné sur mes joues et tout, ce qui fait que quand je suis arrivé présenter le costume sur le plateau avec toute l'équipe, tout le monde dans le décor, ils m'ont fait passer par une petite porte, je suis sorti par la petite porte, je suis arrivé, là Gérard était là, tout de suite, oh mon Caius, et j'ai vu dans l'œil de mon ami Claude Zidi, et ça c'est très émouvant, j'ai vu, merci mon ami, c'est ça que je veux. Tu sais, c'est quand tout d'un coup, tous les astres s'alignent pour que ça marche, quoi. Exactement. Il se trouve en plus que je crois que ce casque ou ces armures sont dans un musée aujourd'hui. Le musée du costume, oui. Et alors, il faut savoir que Caius Bonus était un personnage du premier Astérix le Gaulois, un Romain qui tentait de s'introduire dans le village. Oui, mais c'était pas un soldat, c'était un... Comment ils appellent ça? Oui, c'était il était en blanc. Voilà. Et il se trouve que cet album n'a pas marché du tout, il s'est vendu à 6000 exemplaires. Ah bon? Et qu'à l'époque, Goscinny et Uderzo, qui avaient fait cette série pour remplacer le roman de Renard qui devait passer dans Pilote, n'imaginaient pas que ça deviendrait culte. Ah bon? Ouais,
C'était les tout débuts d'Astérix. Alors, il y a aussi, je me souviens, lorsque vous avez joué, je crois, avec Francis Joffo au Palais Royal, face à face, il y avait l'affiche de Caïs Bonus, tellement vous étiez populaire. Oui, à l'entrée du Palais Royal. Voilà. Et c'est vrai que le Palais Royal, vous avez beaucoup joué dans ce théâtre. Alors, j'ai beaucoup joué dans ce théâtre, parce que d'abord, dès le départ de ma vie, j'étais ami avec Francis Nani, ils étaient quatre, malheureusement, il n'en reste plus qu'un qui est très âgé. C'est Francis Nani. Et j'ai joué avec Jean Poiret, rumeur quand même, au Palais Royal pendant toute une saison. Donc le Palais Royal était presque mon berceau du boulevard, parce que alors, on va revenir en arrière. On a fait un raccourci très rapide. Entre mes débuts de quelques petits rôles à la télé, après je suis devenu premier rôle à la télé. Le jour de la naissance de Benjamin, je décrochais mon premier rôle dans Les Cadets de Saumur. Et après, pendant 4, 5, 6 ans, j'ai enchaîné succès sur succès. Les Hommes de Rose, qui a été un feuilleton, je jouais un chauffeur routier, qui a été un carton avec Doradol, avant de revenir au cinéma. Et donc, je vous raconte ça parce que, à cette époque-là, je ne faisais plus de théâtre parce que j'avais tellement de tournages que je ne pouvais plus être au théâtre. Je n'ai simplement joué qu'avec Jacques Weber. J'ai joué Spartacus au théâtre du 8e, j'ai joué Crassus, l'homme le plus riche du monde, et après j'ai joué avec Jacques Weber, Monte Cristo au théâtre. Voilà, et donc j'étais pas du tout programmé non plus pour jouer dans des comédies, c'est Jean Poiret qui me fait accéder à la comédie au Palais Royal, et après donc j'ai enchaîné avec Joffo et tout ça. Jean Poiret qui au départ, lorsqu'il était enfant, il habitait en face d'une église, il voulait être croque-mort, et ça a changé, mais c'était une précision et une angoisse permanente, Jean Poiret. Ah, c'est un traqueur fou, quasiment à l'entracte, il changeait de costume tellement il transpirait en scène. J'ai eu la chance, je peux le dire parce que j'ai des témoins de tout ça, j'ai eu la chance 1 ou 2 fois par semaine, en tout cas 1 ou 2 fois par mois, après avoir joué, je l'attendais dans ma voiture et on allait manger des huîtres avec une saucisse chaude, et j'ai eu la chance de partager des soirées jusqu'à 4-5 heures du matin avec Jean Poiret qui m'a raconté une partie de sa carrière avec Serrault, et je dois dire que quand il est mort, j'étais dans ma voiture, je me souviens, je me suis arrêté, j'ai eu un choc parce que on ne peut pas imaginer ce que c'est que de travailler 1 an avec Jean Poiret. C'est un homme généreux, gentil, humble, qui a gravi toutes les marches. Il travaillait comme des fous avec Poiret, des petits rôles à droite. Il faisait 3 cabarets dans la soirée. Enfin, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire ce qu'il faisait. Et il passait dans les cabarets et après il se retrouvait chez eux pour écrire la suite. Exactement. On ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, leurs sketchs sont cultes. Culte. Et un autre film qui est culte, c'est Ripou contre Ripou. Et là aussi... c'est Zidi, voilà. C'est Zidi. Alors évidemment, c'est avant Caïs Bonus, mais là c'est pareil, je suis à Berlin, où je tourne un film international qui s'appelle Helsinki-Napoli, en anglais. Je suis à Berlin à l'époque du mur, d'ailleurs on a tourné au pied du mur, et je rentre à mon hôtel, on tournait que de nuit. Je rentre à mon hôtel, on me dit, vous avez un message de monsieur Claude Zidi. Il était à Berlin et il me dit on déjeune ensemble au Café de Paris qui était derrière le Kibisky. Et je suis avec Claude Zidi, je lui dis qu'est-ce que tu fais là? Il me dit je vais là. Hein. Et donc il vient me voir sur le tournage international, ma caravane, le fauteuil à mon nom. Donc il dîne avec l'équipe. Et puis il me dit bon écoute, qu'est-ce que tu fais à la rentrée? J'ai dit du coup j'ai un projet théâtre. Il me dit non, t'es pas libre. Mais j'ai dit t'es pas libre. Je finis mon tournage Helsinki-Napoli, je rentre à Paris, je vais jouer au tennis chez Kaminka. Et je dis, Kaminka me dit, Claude, il t'a parlé? Je dis, oui, il m'a dit que j'étais pas libre à la rentrée, mais je sais pas quoi. Il me dit, ah, mais je peux pas te dire. C'était Ripou contre Ripou. Ouais. Alors, mais vous savez, Claude Zidi, c'est un homme très pudique, très réservé. C'est un personnage formidable. C'est vraiment des cadeaux. Quand il te donne un rôle, c'est un cadeau. Alors, vous avez aussi côtoyé 2 géants, mais pour d'autres raisons, c'est Yves Montand et Simone Signoret, Jean-Pierre Castaldi. Oui, alors j'ai tourné une toute petite séquence avec Simone Signoret, parce que c'est elle qui a insisté pour que je le fasse, parce que je devais jouer un rôle, mais on a changé d'actrice principale et c'était plus possible que je joue le rôle prévu. Et donc, pour moi, Montand et Signoret, ça aura été des beaux-parents. C'était les grands-parents de Benjamin. Ils adoraient le petit. Je veux dire, c'est un peu comme l'enfant qu'ils n'avaient pas pu avoir ensemble. Donc, il a grandi là-bas. Ils en sont beaucoup. Et ils n'ont jamais interféré. Ils n'ont jamais enlevé mon autorité parentale de père. Ils n'ont jamais gommé le père. Ils ont toujours été formidables. Et
je dois à Signoret 2-3 phrases extraordinaires. Un jour, elle m'a dit, vous savez, il n'y a pas de honte à montrer ses failles. Oui. Et elle m'a dit, le plus beau des rôles, c'est pas celui que vous rêvez de jouer, c'est celui qu'on rêve de vous voir jouer. J'ai les effets miennes. Alors, il se trouve, après votre séparation avec Katrina Aigret, on a gardé des souvenirs. Et moi, je me souviens de Signoret, d'une discussion avec elle. Je n'ai jamais vu une femme aussi cultivée. Oui, vous savez qu'elle lisait énormément. Elle écrit divinement bien. La nostalgie est un bouquin. Parce qu'au début, elle l'a fait avec... vous savez, on travaille avec quelqu'un. Et donc, quand elle a vu le résultat, elle a racheté son contrat, un éditeur. Elle s'est mise avec sa machine à écrire. Elle s'enfermait dans la ferme qu'il y avait à côté d'Auteuil, dans la maison de campagne, avec sa machine à écrire, et elle a tout réécrit. C'est extraordinaire. Ah oui. Et avec une modestie, une simplicité totale. Alors, mon temps, c'était différent, mais Signoret, elle appartenait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ces grandes stars comme Gene Hackman et tout ça. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, ils sont eux. Donc, ils sont très simples, finalement. C'est leur entourage qui se grosse là. Mais vous qui les avez côtoyés depuis toujours, je le sais, vous savez très bien que dans le privé, les vedettes sont très, très humbles. Exactement. Elles remercient Dieu de leur avoir donné tout ça, finalement. On va maintenant évoquer l'actualité avec la date du 16 janvier 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Castaldi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Jean-Pierre Castaldi, mon invité. On a évoqué votre parcours qui est atypique et même incroyable, tellement vous avez fait de choses. Et depuis le 16 janvier 2025, vous êtes de retour à Paris au Théâtre de Passy avec une pièce que vous avez jouée en tournée qui s'appelle Les Grands Ducs, qui est une pièce que vous jouez avec Georges Belair et Jean-Christophe Barque, qui est une vraie comédie. C'est au-delà de la comédie, même. C'est au-delà de la comédie, c'est tiré d'une adaptation faite par Annabelle Milot du film culte, donc les Grands Ducs, avec Noiret, Rochefort et Marielle. Et donc, on joue ça au théâtre, et alors c'est une aventure complètement loufoque, parce que c'est mis en scène par Jean-Luc Moreau. Et finalement, quand on a adapté, quand on a fait les premières répétitions, on s'est rendu compte que ce qu'on avait trouvé très drôle à la lecture, puisque on avait fait une lecture au début, il fallait... Au théâtre, il y a des choses qui ne se passent pas comme au cinéma. Parce que vous faites un contre-champ, vous voyez le public qui rit, mais en France, il n'y a pas de contre-champ. Avec le public, si vous venez de faire une blague et que le public qui est devant vous ne rit pas, ça marche pas. Comme je dis, dans un fait d'eau, si le public ne sait pas que l'amant est dans le placard, la scène n'est pas drôle. Ben, on s'est trouvé confronté à ça. Mais on est arrivé, et donc c'est un prétexte. Alors je veux pas qu'on se compare à Marielle, tout ça. J'ai refusé de revoir le film. Oui, et en plus il faut savoir qu'à l'époque, Marielle, Rochefort et Noiret étaient des stars, mais quand ils ont débuté Marielle et Rochefort au conservatoire, leurs professeurs leur ont dit « Vous ne ferez jamais que des troisièmes rôles ou de la figuration ». Exactement. Alors, et Belmondo, vous n'aurez jamais de femme dans vos bras. Voilà, exactement. Alors, donc c'est une comédie, au-delà de la comédie, trois comédiens sur le retour au départ. Alors c'est trois comédiens qui sont un peu des has-been, comme on dirait aujourd'hui, un peu des has-been, qui sont sans boulot, qui piquent du boulot à un autre acteur qu'ils rencontrent, et ils partent faire une tournée dans une pièce complètement folle qui s'appelle Scooby-Doo-Bidou. Et avec un producteur qui n'a qu'une idée en tête, c'est de s'aborder le spectacle pour toucher les assurances parce qu'il est en faillite. Alors voilà, ça c'est le pitch de départ. Et eux, donc ils partent en tournée et ils veulent absolument que la tournée se fasse, évidemment. Et donc mais alors ces trois acteurs hors normes, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai jamais lu la pièce. Alors Belair, lui, c'est le séducteur, enfin le beau sur le retour qui drague les femmes, et Jean-Christophe Barre, lui, c'est le sanguin, il est hypersensible, mais il a le trac, il est dévoré par le trac, voilà. Et il se trouve qu'en plus que toutes les générations sont dans la salle parce que c'est un genre de comédie, de burlesque qu'on ne fait plus aujourd'hui. Alors on n'est pas tout à fait dans le burlesque, mais on n'est pas loin on n'est pas les Monty Python quand même qui sont l'extrême. On n'est pas du café-théâtre non plus parce qu'on reste quand même très théâtral. C'est le dosage, donc on est dans parce qu'ils ont tous des caractères. Hein, c'est du théâtre, c'est pas du café, c'est pas des caricatures. Alors il faut s'approprier le personnage et c'est pas simple justement quand la pièce évolue et à ce rythme, Jean-Pierre Castaldi. C'est un rythme d'enfer. En plus Jean-Luc Moreau aux manettes est intransigeant sur le rythme.
presque fatigant même. Oui, mais c'est un travail de préparation énorme, beaucoup plus qu'on l'imagine, Jean-Pierre Castaldi. Le boulevard, vous savez, bon, alors j'avais fait Jean-Luc Moreau, j'avais fait Michel Roux avant, j'avais fait Jean Poiret avant. C'est une mécanique implacable. On joue. Les gens, ils croient qu'on parle normalement, mais on est à 200 à l'heure. Ça va très très vite, très très vite. C'est des quarts de temps, c'est des millièmes de temps. Vous décalez un temps, vous n'avez pas de rire. C'est le prix d'un rire, quoi. Mais dans les Branquignoles, un jour, il y a eu Pierre Tornade qui a décalé, qui a rajouté un mot. Robert Derry était fou de rage parce que ça avait tout décalé. Moi, je vais vous confirmer ça. Quand je jouais avec Michel Roux, un jour, on était avec Popek et je dis, mais là, il y a un effet à faire, je vais faire un effet, ça va être très drôle. Et, bon, alors, tu sais, on s'habitue, 120 jours, tu prends tes aises, même si t'es avec eux. Et je fais un effet énorme. Et comme j'avais prévu, et à la fin du spectacle, en sortant de scène, Michel Roux vient faire très bien, Jean-Pierre, très bien, Jean-Pierre, mais vous avez vu derrière, on en perd 3. Voilà, exactement. Donc pour un rire, on en perd 3. Tu décides. Bon, j'étais tout décidé, j'avais fait. Alors, il se trouve que là aussi, il y a eu une tournée parce qu'il fallait rôder cette mécanique. Et ça, c'est encore une fois une chose très particulière que des années de travail vous ont permis d'apprendre. Oui, mais ça, c'est les États-Unis. Vous savez, quand ils arrivent à Broadway, ils ont quasiment fait 6 mois de tournée, corrigés tous les jours. Donc, quand on part en tournée, vous savez, une pièce, vous ne pouvez la réaliser que quand vous avez le public. Parce qu'on pense qu'ils vont rire, mais quand est-ce qu'ils vont rire? Puis ils rient pas tous au même moment. Donc, pour trouver le rythme, le tempo, comme disaient les grands maîtres du théâtre, le partenaire au théâtre, c'est le troisième, c'est le partenaire, c'est le public. Et c'est lui qui va rythmer la cadence du jeu. Et on sent très bien, au bout de quelques semaines, de quelques mois, comment ça se passe. Bon, par exemple, s'ils rient pas là et là et là, ils riront pas là-bas, là-bas, là-bas. Par contre, s'ils rient là, ça veut dire qu'ils sont là depuis le début, ils ont compris la pièce. Il faut se remettre en question sans arrêt. C'est l'humilité absolue, ce métier. Mais c'est ça qu'on oublie. Exact. Alors, ça veut dire aussi que se retrouver devant la France profonde, la douce France, qui est un bonheur, Jean-Pierre Castaldi. Mais oui, parce que quand vous allez dans le Nord, par exemple, vous avez un public hors Nord, c'est le cas de le dire, dans le Nord, quand on arrive moi, des fois, j'arrive dans un théâtre, on arrive dans l'après-midi, je dis, qui va venir là? Et à 8h30 du soir, le parking est plein, vous avez 650 personnes qui viennent là pour s'amuser. C'est émouvant, c'est très émouvant. Et moi, la France profonde, je découvre la France en tournée, je veux dire, partout, que ça soit à Toulouse, que ça soit partout en Bretagne, c'est incroyable en Bretagne. Le Nord, l'Alsace. Les gens, quand on quitte Paris, on a l'impression qu'on rentre vraiment en France. Et quand on vient à Paris, on quitte la France pour rentrer ailleurs. Moi, j'ai vu toutes les critiques en tournée. Cette pièce est considérée comme une pépite, parce que ce genre n'existe plus, Jean-Pierre Castaldi. Oui, mais ça, oui, c'est une pépite, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils y vont, ils viennent la voir. C'est ça qui est incroyable. Ça veut donc dire que quand on propose quelque chose au public de bon, comme par hasard, ils s'y trompent pas. Et le théâtre de Passy, qui est un nouveau théâtre à Paris. Magnifique théâtre, magnifique directeur, Jean-Georges Tarot, qui est un magnifique directeur de théâtre qui tient c'est son jouet, c'est son bijou, c'est son petit cocon. Il est magnifique, le théâtre, tout petit, mais magnifique. Et en même temps, le public est là, les jeunes comme les moins jeunes, car les jeunes découvrent ça, Jean-Pierre Apparemment, Castaldi. oui, on a des jeunes. Alors, ça veut dire une forme physique aussi très forte. Comment vous faites? Ça, je sais pas. Parce que c'est extra. Vous savez, merci mon Dieu, vous savez, la santé, j'ai 80 ans, on me dit, tout le monde me dit, non, tu les fais pas, mais je les ai quand même. Vous avez 20 ans et 4 fois plutôt qu'une. Voilà. Mais, vous savez, c'est une telle passion, ce métier. Quand on arrive au théâtre, on n'est plus le même. Hein. Hier après-midi, on a joué à 17h, je suis sorti, et je rentre à la maison, j'ai un coup de barre, mais vraiment un coup de barre, je vais me coucher à 10h, ce qui m'arrive jamais. Et je me rends pas compte que, effectivement, pendant 1h30, vous donnez beaucoup, mais quand on est en scène, vous savez, on n'est pas enrhumé, on n'a pas mal à la tête, on a mal nulle part. Alors, vos débuts au théâtre, c'est aussi la conséquence d'un souvenir de jeunesse. Vous avez connu le TNP jeune et vous êtes un jour monté sur cette scène pour des frites, je crois. Alors, c'est mon premier choc quand j'étais chez Simon, d'aller voir un spectacle au TNP, et à l'époque, il faisait 2000 et quelques places. Et à la fin de la présentation, je suis en haut dans les places les moins chères,
Et je reste mais fasciné par ce trou noir, mais dans le même état que j'avais eu quand j'étais à Buenos Aires au cinéma, ou quand j'avais vu les 2 films qui m'ont marqué. J'étais dans cet état-là, je sors KO, je fais le tour du Palais de Chaillot, et derrière je vois marqué au fronton, il dépend de celui qui passe, que ce soit tombe ou trésor, ami n'entre pas sans désir. Je ne pouvais pas imaginer que 3 ans plus tard, je jouerais là avec mon ami, le regretté Jacques Villeray, il était encore au conservatoire. C'était une pièce antimilitariste et je jouais au grand TNP. Oui. Et le TNP, d'ailleurs, on connaît Jean Vilar, mais on ne sait pas que le théâtre a été en fait ouvert en 1920 pour l'exposition universelle. Ah non, par Firmin Gémier. Et c'est l'exposition. Le Palais de Chaillot a été construit en 1936 pour l'exposition universelle. Ah voilà, d'accord. Alors, il y a eu effectivement beaucoup de choses au théâtre, et il y a eu aussi dans votre vie une autre chose, c'est-à-dire une animation au Club Méditerranée qui débutait par cette chanson. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui... Ça vous rappelle quelque chose, ça? Alors ça, c'est extraordinaire. Entre cette période un peu trouble, où vous arrêtez les cours, il faut gagner de l'argent. Parce que mes parents, évidemment, le jour où j'ai dit que je vais devenir comédien, ils ont coupé les vivres, évidemment, donc il a fallu que j'aille gagner de l'argent. Donc j'ai fait animateur j'étais danseur coco-boy, hein, disons les choses comme elles sont, je mettais des pieds dans le slip. Voilà, bon, j'étais guide touristique, chauffeur de maître, et puis disc-jockey dans une boîte de nuit qui m'a permis donc d'être engagé au Club Méditerranée, le premier village d'ailleurs de montagne, où la femme de Jean-Jacques Chaban-Chimbert invente le mini-club, c'est-à-dire ce qui va devenir le mini-club pour les enfants. Et j'ai un jeune économe qui me dit, tu sais, la seule chose qui compte pour le club, c'est les colliers de bulles, c'est avec ça qu'ils gagnent l'argent. Et je lui dis, mais tu sais, avec les spectacles qu'on fait, ils vont pas boire beaucoup. Et je me dis, écoute, moi, j'étais disjockey, si tu veux, on va faire une boîte de nuit. Ils ont 30 ans, ils ont des enfants, mais le soir, ils aiment bien s'amuser. Et donc, j'invente rien, mais j'introduis la boîte de nuit dans le club. Et donc, le générique de cette boîte de nuit, c'était Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Voilà, chanson d'ailleurs découverte par Eddie Barclay dans un club de jazz où Nino Ferrer accompagnait Nancy Holloway. Il l'a engagée et ça a été un immense succès. Quelle culture! Et alors, vous aussi, vous avez chanté. Écoutez. Elle marche à mes côtés pendant quelques instants, puis elle disparaît brutalement, comme si elle était happée par la galaxie. Encore une pépite, Paul Martin, c'est-à-dire Jean-Pierre Castaldi, avec... J'ai vraiment tout fait. Hein. C'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est, ça? Alors ça, c'est Philippe Adler, spécialiste du jazz à RTL, et le frère et le fils du directeur d'RTL à l'époque, ils avaient écrit... Et donc, vous vous souvenez qu'à l'époque, les acteurs, on vous donnait des voix, on faisait des cassettes pour faire des voix pour les pubs et tout ça. Et moi, j'ai fait des voitures à vivre et série noire. Puis après, ma voix était trop reconnaissable, donc pour les pubs, on savait que c'était moi, donc ça marchait plus. Mais la cassette est restée et ils écoutent et disent, mais lui, il a une belle voix, on va faire chanter. Et je ne sais pas chanter, je ne veux pas chanter. Donc je viens voir Philippe Adler, je dis non, mais... Et puis il y avait un gamin qui avait fait, voilà, un des premiers disques parlés, il me dit, mais tu es capable de le dire, le texte? Je dis, oui, je suis capable de le lire. Et finalement on est parti d'une chanson, un truc parlé. Et puis sur YouTube, c'est incontournable, c'est votre colère contre Raphaël Misrahi, Jean-Pierre Castaldi. Ça, c'est un des hits de YouTube. Et c'est un de ma vie aussi, parce que ça a vraiment été... C'était le sketch le plus rediffusé de la télévision, pendant 2-3 ans. C'est fou, hein. Oui. Alors, quand on voit votre parcours, est-ce que vous imaginiez faire tout ça, Jean-Pierre Castaldi? J'ai écrit un livre pour ça, je dis au hasard de ma vie, jamais je pensais que Jamais. Moi, je me suis vu, le maximum que je me suis vu, c'est partir en Amérique du Sud, faire de l'import-export. Voilà, j'allais avoir un beau bateau, de l'argent, enfin, ce qu'on rêve quand on a un petit con, quoi. Vous m'auriez dit, je vais faire du cinéma. D'abord, pour moi, un acteur de cinéma, c'était John Wayne, Burt Lancaster, c'était, tu te regardes dans la glace, même si t'es pas mal, tu fais, bon, je suis pas Delon, et je suis pas Gary Grant, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, faire du cinéma, ça me paraissait complètement impossible. Et le théâtre, c'est tellement impressionnant que tu peux pas t'imaginer qu'un jour tu vas être là-bas. Tu sais, c'est impensable. Et
Merci mon Dieu d'abord d'avoir rencontré les gens, parce que c'est les rencontres. Hein. Je veux dire, je lui ai pas rendu hommage, mais je dois beaucoup à la mère de Benjamin, Catherine Allégret, je veux dire, qui m'a fait découvrir tout un monde. Merci Xavier Gélin, le fils de Daniel Gélin et de Daniel Delorme, qui était mon copain, enfin comme un frère pour moi, alors tous ces gens-là m'ont fait découvrir tout ce que tout le monde rêve de voir ou de connaître, que vous avez connu depuis longtemps, donc vous savez mieux que personne de quoi je parle. Oh oui. Merci mon Dieu. J'ai serré la main de 3 présidents de la République, j'ai rencontré des intelligences, j'ai rencontré Georges Semprin, Régis Debray, j'ai rencontré des grands intellectuels. C'est incroyable, quoi. Et ce n'est pas fini à mon sens, et je suis sûr qu'il y aura d'autres choses, et vous reviendrez en parler dans les clés d'une vie, c'est certain. Pour l'instant, l'affiche, c'est Les Grands-Ducs au Théâtre de Passy, un spectacle à ne pas manquer, parce que c'est vraiment une comédie où les gens sortent hilar, et on en a besoin en ce moment. C'est vrai. Merci, ne changez surtout rien, continuez comme ça, Jean-Pierre Castaldi, je peux compter sur vous. Merci. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.